Il est pile 7 heures à Bamako et sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 25 août 2025, l'Observatoire des fonctions publiques africaines à la recherche d'un nouveau souffle. Sa santé inquiète au plus haut point pour lui permettre de jouer correctement son rôle de promotion du développement des États. La 12e conférence des ministres de l'organisation panafricaine tenue ici à Bamako propose une série de mesures. En route pour Belém au Brésil, la jeunesse malienne se prépare pour la 30e conférence des partis sur le climat. La COP 30, elle est prévue en novembre prochain. Dans le cadre des préparatifs de cet événement mondial, une conférence locale des jeunes sur le climat s'est tenue ici à Bamako. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso célèbre ses élèves les plus méritants. La 5e édition de la journée de l'excellence scolaire s'est tenue à Ouagadougou sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré. Au Niger, de grands projets en faveur de l'environnement au cœur d'un atelier sur le plan de travail de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'actualité hors espace AES, la crise dans les médias au Sénégal. Le secteur est fragilisé notamment par la baisse des subventions publiques et l'effondrement des recettes publicitaires. Au cœur de cette tourmente se trouve le groupe Futur Média fondé en 2003 par Youssou N'Dour qui a lancé une procédure de restructuration. Le grand format de cette édition, la Ziara, la visite aux morts. Oui, le souvenir de nos morts reste vivace dans nos esprits et nos cœurs. Pour rester près d'eux, voire en contact avec eux, il existe chez nous une pratique séculaire. Elle consiste à se rendre au cimetière en vue de prier pour le repos de l'âme des disparus. Et puis les sports, l'Afro-Basket senior masculin 2025, les Aigles du Mali tombent les armes à la main. Ils ont été surclassés par les Angolais en finale 43-70. Le pays organisateur remporte donc le trophée. En football, l'actualité au plan national, c'est la Super Coupe Générale Assimi Goïta. La 4e journée de groupe commence ce lundi et au plan international, nous parlerons donc du CHAN avec les demi-finales qui se jouent demain. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Mali passe le témoin au Sénégal à la tête de l'Observatoire des fonctions publiques africaines, une organisation à la recherche d'un nouveau souffle dont la survie même inquiète aujourd'hui au plus haut point. Insuffler donc une nouvelle dynamique à l'organisation panafricaine afin qu'elle puisse jouer correctement son rôle de promotion du développement donc des États. C'est une des principales recommandations de la 12e conférence des ministres de l'organisation panafricaine tenue ici à Bamako, à Ridjoumatina. Pour des experts, c'était le tour des ministres de se retrouver à la faveur de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. La rencontre qui a permis d'examiner minutieusement les rapports des experts a été sanctionnée par une déclaration par Francis, secrétaire permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance du Burkina Faso. Soucieux de la nécessité de réorienter les missions de l'OFPA pour mieux répondre aux attentes des États membres, déclare sa profonde préoccupation quant à la survie même de cette importante institution panafricaine. La mise sur pied d'une mission de haut niveau de plaidoyer auprès des gouvernements des pays membres afin que l'OFPA puisse bénéficier d'une meilleure attention dans leur agenda. L'urgence du paiement intégral des contributions des États membres et des arriérés dus depuis 2018. La tenue de cette 12e conférence était nécessaire afin d'impulser une nouvelle dynamique à l'organisation. Dr Fasson Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Les fonctions publiques doivent être un outil de promotion du développement de nos États et faire en sorte que nous puissions renforcer la transparence dans tous les actes que nous prenons donc pour le bonheur des usagers de l'administration. C'est en cela que l'OFPA accomplira toute sa mission et sa mission statutaire. L'un des faits marquants de cette 12e conférence des ministres a été le passage des témoins à la tête de l'organisation. Le Mali, qui assurait la présidence depuis quelques années, cède désormais la place au Sénégal. Olivier Boukala, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public du Sénégal. Cette conférence nous a permis de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de constater les défis persistants dans l'organisation et le fonctionnement de l'OFPA. Elle nous rappelle avec force que l'OFPA doit se réinventer
pour répondre pleinement aux attentes des États membres. Un dîner de fraternité à l'honneur des participants, cela sous les notes musicales de l'ensemble instrumental du Mali, a bouclé cette 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. 7h05 en route pour Belém au Brésil. La jeunesse malienne se prépare pour la 30e conférence des parties sur le climat, la COP 30. Elle est prévue en novembre prochain dans le cadre des préparatifs de cet événement mondial. Une conférence locale des jeunes sur le climat s'est tenue ici à Bamako. La jeunesse malienne qui se positionne ainsi comme une force de proposition sur ces questions qui conditionnent son avenir et celui de la planète entière. Mamadou Fane. La jeunesse entend être actrice de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. El Kouimali prend cette problématique à bras-le-corps en initiant 2 jours de conférences sur les thématiques liées à l'environnement. Une rencontre sanctionnée par une déclaration. Sabou Doumbia, coordinatrice de El Kouimali. Les enjeux climatiques, grâce à vous, ont été largement compris pendant cette El Kouimali 2025. El Kouimali 2025 ne s'arrête pas ici. Les recommandations issues des différentes consultations, nos travaux de groupe seront portés dans les espaces nationaux et internationaux, notamment vers le COI et la COP. Nous avons sémé des graines de changement. Il nous revient maintenant de les cultiver. La jeunesse en action pour le climat reflète un engagement fort des jeunes. Cette voix de la jeunesse sera portée lors de la COP 30 à Belém au Brésil en novembre prochain. Anita Ingabere, représentante de l'UNICEF. La jeunesse malienne n'est pas simplement un partenaire du développement durable, elle en est une actrice centrale, dynamique et visionnaire. À travers vos réflexions, vos propositions et vos engagements, vous avez démontré que vous êtes déjà à l'œuvre pour façonner un avenir plus résilient et plus juste face aux défis climatiques. Doumbia Mariam Tangara, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Votre mission ne s'arrête pas aujourd'hui. Les idées et recommandations que vous avez portées doivent désormais vivre au quotidien. Dans vos écoles, vos universités, vos quartiers, vos associations et vos villages. Elles doivent nourrir le dialogue entre jeunes et décideurs, entre communautés et institutions. Le gouvernement du Mali, à travers mes services et ceux des ministères en charge de la jeunesse, sera à vos côtés pour porter et transformer vos propositions en actions concrètes. Ces 2 jours d'échange ont permis aux jeunes de toucher les enjeux liés au climat. À la fin des travaux, la jeunesse s'est dit désormais mobilisée pour jouer sa partition. Une visite de stand par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a mis fin à cette rencontre. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Oui, rendons-nous à présent à Tombouctou, au bord du fleuve Niger. La plaine de Hamadia est une zone de riziculture par excellence. La campagne agricole est en cours. Les producteurs sont satisfaits des travaux de réhabilitation entrepris ici avec l'appui du commissariat à la sécurité alimentaire. Constat du commissaire en personne qui était en visite dans les champs. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Après avoir échangé avec les chefs des services techniques et les autorités régionales, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se sont rendus sur la plaine de Hamadia pour constater de visu les réalisations faites dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages. La plaine de Hamadia fait 620 hectares. Les travaux ont été réalisés à la satisfaction des producteurs. Mahaman Goubi, président de la coopérative des producteurs de Hamadia. Cette année-là, depuis le 7 à 8 août, on a lancé la campagne déjà. Donc aujourd'hui, on a à peu près à 40-45% d'avancement par rapport au repiquage. Après avoir visité les ouvrages et échangé avec les producteurs de la plaine, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se réjouissent du démarrage effectif de la campagne agricole. Jean-Carlo Siri, représentant du PAM. Les partenaires, le PAM, la FAO, WHH, qui ont fait le travail. On a le gouvernement qui a orchestré, qui a dirigé, qui a encadré cet exercice. Et enfin, on a les communautés qui se sont données sans compter pour réaliser ces travaux dans les temps. Quand on voit où en sont les cultures, l'avancement de la campagne agricole, je pense qu'on ne peut vraiment que se féliciter. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Nous étions ici en visite il y a 3 à 4 mois de cela et la population nous a vivement remonté cette crainte-là. Et il s'agit des brèches qui ont été créées par
les inondations de l'année dernière et qui, s'ils n'étaient pas réparés cette année, allaient rendre impossible l'exploitation des plaines pendant cette campagne. Et donc, sous l'impulsion du gouverneur et avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, on peut donc réaliser ces travaux-là par les services techniques de l'État qui sont ici et que je remercie de leur engagement. Je suis satisfait de voir cela aujourd'hui réalisé et de voir la campagne sauvée. Aussi, le commissaire à la sécurité alimentaire a informé les producteurs que le ministère de l'Agriculture ambitionne de réhabiliter l'ensemble des plaines dans les mois prochains. Il a visité le périmètre de 2 hectares aménagé par la FAO au profit des jeunes et des femmes du quartier Ahara de Kabara. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. AES Actualité. Ouvrons à présent une fenêtre sur les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso célèbre les plus méritants parmi ses élèves. La 5e édition de la journée de l'excellence scolaire s'est tenue à Ouagadougou sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. La cérémonie a mis à l'honneur non seulement les élèves brillants, mais aussi les enseignants et encadreurs dont l'abnégation et le dévouement rendent possible ces réussites. Les ministres en charge de l'éducation du Mali et du Niger étaient également de la partie. Awawi Drago de la Radio Nationale du Burkina Faso. Derrière le succès de l'élève, il y a un encadreur dévoué. C'est cette chaîne du mérite que le Burkina Faso a choisi de célébrer à l'occasion de la 5e journée de l'excellence scolaire. Les 2 super enseignants 2025 sont Mawa Baoula, professeur des écoles, et Adama Zale, professeur certifié des lycées et collèges au lycée scientifique de Bobo Dioulasso. Ces super enseignants gagnent ainsi une villa, une enveloppe de 5 millions de francs CFA, un trophée et une lettre de félicitations du chef de l'État à chacun. La cerise sur le gâteau, ils ont été élevés au rang d'officiers de chevaliers des palmes académiques. Au palmarès des récompenses, on retient également le prix du meilleur encadreur pédagogique, une innovation de cette édition qui distingue 5 enseignants. Comme aux éditions antérieures de la journée de l'excellence scolaire, des prix ont été décernés aux plus méritants des enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire, 26 au total. Les élèves qui ont brillé de par leur meilleure performance aux examens du CEP, du BEPC et du baccalauréat général, technique et professionnel sont aussi récompensés. Au nom des lauréats, Natalia Kaboré a salué les efforts consentis par les acteurs de l'éducation tout en reconnaissant les réformes engagées pour améliorer la qualité de l'enseignement. Pour elle, recevoir les félicitations du président du Faso et de la nation tout entière est une responsabilité, celle de rester des ambassadeurs de l'effort, de la discipline, de la citoyenneté et de la paix. Et au Niger, les sanctuaires des hippopotames, la réserve naturelle nationale ou encore l'espace des bassins de Kandadji, autant de projets au cœur d'un atelier sur le plan de travail de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN, l'atelier qui s'est tenu à Tilaberi. Abdoulaye Soumana de la Radio nationale du Niger. Le programme Afrique centrale et occidentale de l'Union internationale pour la conservation de la nature et son partenaire, l'agence du barrage de Kandadji, ont mis en place le projet ABK, suivi externe de l'aménagement de la réserve naturelle nationale de Kandadji, dont le but ultime est la construction d'un cadre technique de l'UICN pour le suivi de l'aménagement et de l'aire protégée intégrant le sanctuaire des hippopotames de la réserve naturelle nationale de Kandadji. Le présent atelier entre donc dans le cadre de l'exécution du projet. Dr Seyni Abdoulaziz, responsable bureau UICN Niger. Au cours de ce projet, plusieurs actions seront déroulées, dont l'accompagnement de l'élaboration du plan de travail, le suivi et évaluation du plan de gestion, le renforcement des capacités des acteurs, l'accompagnement et la valorisation de la recherche. Une initiative qui vient renforcer la diversité d'aires de conservation des espaces de faune et de flore dont dispose la région, a dit le gouverneur de la région de Tilaberi, le lieutenant-colonel Mena Boukar, dans son adresse. Je voudrais exprimer mes vifs remerciements à l'UICN et son partenaire, agence du barrage de Kandadji ABK, qui ont voulu mobiliser ces ressources pour l'accompagnement de cette réserve qui est une préoccupation dans le cadre de la conservation et de la protection
de la biodiversité au niveau des communes locales. En ouvrant les travaux, le conseil technique du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement a salué cet exemple de partenariat. Le colonel Maïcharou Abdou s'est ensuite attardé sur l'importance de ce projet pour notre pays. L'activité qui nous réunit viendrait appuyer les initiatives déjà en cours engagées par l'État du Niger dans le cadre de renforcement de la gestion des aires protégées, notamment à travers la conservation des espèces sauvages, dont les hippopotames, par l'implication de divers acteurs, notamment les communautés locales et riveraines. La réserve naturelle nationale de Kandadji, y compris le sanctuaire des hippopotames, objet de cet atelier, est la première réserve semi-insulaire du Niger avec une superficie de 1 206 471 hectares. Dans le reste de l'actualité internationale à retenir ce matin, la crise dans les médias sénégalais qui continue de s'aggraver. Elle touche tout le secteur, fragilisé notamment par la baisse des subventions publiques et l'effondrement des recettes publicitaires. Au cœur de cette tourmente se trouve le groupe Futur Média, fondé en 2003 par Youssou N'Dour, qui a lancé une procédure de restructuration. Un symbole de la fragilité de la presse au Sénégal ces derniers mois. GFM, groupe Futur Média donc, n'est pas un cas isolé. Toute la presse sénégalaise est frappée par la crise depuis un an et de nombreux journalistes ont perdu leur emploi. Une assemblée générale est prévue demain à GFM et le SYNPICS, le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, annonce également un rassemblement. Toujours au Sénégal, le contrôle de la mairie de Dakar au cœur d'une grande bataille politico-judiciaire. 8 mois après la destitution de Barthélémy Dias du poste de maire de Dakar, un conseil municipal extraordinaire a été convoqué pour élire son successeur ce lundi 25 août. Une heure donc avant, la Cour suprême tiendra une audience en référé pour dire si oui ou non la réunion peut avoir lieu. La plus haute juridiction du pays a été saisie par l'ancien édile qui espère toujours être réinstallé dans ses fonctions. La Guinée, au lendemain de sa suspension par les autorités de la transition avec 2 autres formations avant le référendum constitutionnel du 21 septembre, le parti de l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo a promis hier un recours judiciaire. Le ministère de l'administration territoriale a en effet annoncé samedi la suspension pour 90 jours de 3 principaux partis du pays, dont ceux de l'ex-président Alpha Condé et de l'ex-premier ministre Cellou Dalein Diallo. Les 3 formations n'ont pas satisfait à leur obligation. Selon lui, cette décision est annoncée alors que l'opposition et la société civile ont appelé à des manifestations à partir du 5 septembre pour dénoncer, selon elle, une volonté des autorités actuelles de confisquer le pouvoir à l'aide du référendum constitutionnel. La République démocratique du Congo, d'intenses combats entre l'armée congolaise et l'AFC M23 se sont encore déroulés pendant tout le week-end dans l'est du pays. Les affrontements qui ont provoqué un déplacement massif de population se sont notamment déroulés dans le territoire de Mwenga, alors que des pourparlers de paix se poursuivent en ce moment même au Qatar entre les autorités de Kinshasa et le groupe armé. La Somalie resserre ses liens avec la Chine pour empêcher l'indépendance du Somaliland. Le premier ministre somalien Hamza Hadi Barre est en visite officielle en Chine à l'occasion de la 7e exposition Chine pays arabe, un forum économique et diplomatique. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement somalien s'y rend. Les 2 pays veulent afficher leur entente pour répondre à la perspective d'une possible reconnaissance du Somaliland par les États-Unis. Le Proche-Orient, selon l'ONU, qui a déclaré l'état de famine dans la ville de Gaza et à ses alentours, 500 000 Palestiniens se trouveraient dans un état de santé catastrophique en raison du blocage de l'aide alimentaire par Israël. Pour les habitants de l'enclave, le quotidien est rythmé par la recherche de nourriture. En France, 2 juristes appellent dans le journal Le Monde les pays signataires des conventions de Genève à agir pour faire respecter le droit international humanitaire. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens assure avoir de quoi remplir 6 000 camions d'aide, mais Israël n'en laisse entrer que quelques dizaines chaque jour. Selon le Hamas, 281 personnes, dont 114 enfants, sont mortes de faim depuis le début de la guerre. À New York, une séance du Conseil de sécurité initialement prévue ce lundi pour soumettre au vote le renouvellement du mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, sera probablement
probablement donc reporté pour de plus amples consultations entre les parties concernées. Les États-Unis se montrent peu enclins à soutenir une nouvelle prorogation du mandat de la force internationale qui expire à la fin du mois d'août sans en élargir les prérogatives. Israël souhaite de son côté le retrait des casques bleus d'ici à 6 mois. Le Liban reste, lui, attaché à la présence de la FUNUL, surtout en cette période d'instabilité dans le sud du pays. Et l'Ukraine qui a célébré hier ses 34 ans d'indépendance, commémorant la déclaration d'indépendance de 1991 vis-à-vis de l'Union soviétique. Dans un discours solennel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que chaque jour, Kiev repoussait les forces russes pour garantir la paix en Ukraine. L'envoyé spécial américain Keith Kellogg, le premier ministre canadien Mark Carney faisaient partie des dignitaires présents à la cérémonie. Keith Kellogg a assisté aux célébrations à Kiev, au cours desquelles Volodymyr Zelensky lui a remis l'ordre du mérite ukrainien. Lors d'un autre événement, des responsables ukrainiens et leurs homologues canadiens ont signé un accord visant donc à approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la défense et de l'industrie. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Oui, et on revient ici au Mali avec le grand format de ce journal. Ils nous ont précédés à l'au-delà. Le souvenir de nos morts reste vivace dans nos esprits et nos cœurs. Pour rester près d'eux, voire en contact avec eux, il existe chez nous une pratique séculaire. Il s'agit de la ziyara, ces visites au cimetière où les parents des défunts se rendent en vue de prier pour le repos de l'âme des disparus. On s'intéresse ce matin à la signification et à l'importance de ces prières pour les défunts. C'est dans ce dossier réalisé par Aliou Abdoulaye Touré. Depuis une dizaine d'années, le sexagénaire Foussine Diakité se rend régulièrement au cimetière de Hamdallaye pour se recueillir sur la tombe de ses défunts parents. Chaque vendredi, je souhaite toujours de venir au cimetière pour leur rendre visite. C'est grâce à eux que je suis au monde aujourd'hui. Omar Ndoye est assureur de profession. Lui aussi se rend au cimetière pour prier sur la tombe de sa défunte mère. Elle est décédée le 9 février 2025, donc cette année. Depuis qu'elle est décédée, tous les vendredis je viens. Je pense que la seule fois que je n'ai pas pu le faire, c'est lorsque j'étais en déplacement à l'étranger. Rendre visite aux défunts, prier pour le repos de leur âme est une pratique qui se conjugue aussi au féminin. Fanta Ladikone est visiteuse. Je suis venue pour faire des bénédictions pour parents décédés, mon père, mes mamans. Moulay Adi Kourechi est islamologue et nous explique la signification de la prière pour les défunts. Rendre visite aux défunts, c'est ce qui est appelé en arabe la ziyara, en leur faisant des bénédictions, des prières. Mais comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglementé cette situation? Dans les premières ères de l'islam, les Mecquois, ils étaient des polythéistes qui adoraient plusieurs idoles. Or, l'islam est monothéiste. Donc il a fallu une distinction entre les actes qui sont bons selon l'islam et les actes qui sont mauvais selon l'islam. Donc, dans un premier temps, il a interdit, parce que les choses n'étaient pas encore claires. Après un délai raisonnable, il a dit, je vous avais interdit d'aller rendre visite à vos défunts. Comme tout est clair maintenant, allez rendre visite à vos défunts. Pour le pasteur Yaya Polidjara, prier pour le repos de l'âme d'un défunt n'est pas une recommandation de l'Église évangélique protestante. Tu ne trouveras pas un chapitre qui va parler sur la prière pour les morts au cimetière. Bien avant la mort, nous avons la réconciliation avec le Seigneur et après tout cela, donc on pense que ta foi t'amènera direct dans la félicité céleste. Du point de vue catholique, prier pour les défunts est un acte de tendresse et d'affection. Abbé Fernand Koulibaly est responsable chargé des médias catholiques au Mali. Cette pratique, elle est très ancienne dans l'Église et surtout l'Église catholique parce que prier pour les morts et aller au cimetière, pour nous, est un acte de foi, un acte d'amour, un acte de charité. Aller se recueillir au cimetière, nous signifions aux morts que nous l'aimons. La tradition africaine nous enseigne que les morts ne sont pas morts, comme nous l'explique Dr Lamine Sandi Haïdra, sociologue. Les morts sont parmi nous, ce qui fait que les cimetières sont des lieux de mémoire collective où les tombes servent de repères physiques. Les morts entretiennent des relations
spirituel avec les vivants. Dans nos souvenirs, dans nos rêves, les morts reviennent. Cependant, les spécialistes des questions religieuses apportent une précision détaillée sur la visite pour les défunts. Moulay Adi Kourechi est islamologue. Concernant les femmes, il faut qu'elles soient accompagnées par un homme, un fils par exemple, un frère, un cousin. Donc aller seul au cimetière, une femme, c'est déconseillé. Prier pour les défunts est une pratique qui a traversé le temps. Elle évolue d'une croyance à une autre. À chacun sa conviction en la matière. 7h24, c'est l'heure des sports ce matin et c'est avec Fotigui en direct de ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et on va commencer par la balle au panier. Et bien évidemment, en finale de l'Afro-Basket senior masculin Angola 2025, les Aigles du Mali ont perdu hier 43-70 contre les Palancas Negras d'Angola qui s'adjugent le trophée. Absolument, l'Angola remporte l'Afro-Basket 2025. En finale disputée hier, les Palancas Negras ont gagné contre les Aigles du Mali 70-43. Le premier sacre continental du Mali tant rêvé n'a pas eu lieu. C'est plutôt l'Angola qui s'empare du trophée pour la 12e fois de l'histoire. Au chapitre des distinctions, le Mali s'est bien illustré avec des joueurs dans les 5 majeurs du tournoi. Il s'agit en l'occurrence de Maman Koulibaly et de Alou Fadjalan Koulibaly qui figure donc aux côtés des Angolais Chil Dundao et de Bruno Fernando, sans oublier le Sénégalais Branco Badjo. Notre compatriote Alou Fadjalan Koulibaly a également été désigné meilleur rebondeur. Le Sénégalais Branco Badjo a été élu meilleur marqueur et le titre de MVP, meilleur joueur du tournoi, est revenu à l'Angolais Chil Dundao. Le trophée du fair play a été décerné à Madagascar. Vu leur parcours, cette expédition 2025 aura été historique pour les Aigles du Mali. Finaliste, le Mali n'a jamais été aussi proche du trophée de cette compétition, ce qui confère à cette 21e participation un caractère historique. Sorti 3e de la poule D avec un bilan peu encourageant d'une victoire contre l'Ouganda 85-72 et de 2 défaites, d'abord contre l'Égypte 51-74 et ensuite contre le Sénégal 70-80. Les Aigles se transcendent en 8e de finale pour décrocher les tickets des quarts de finale en disposant de la Guinée-Conakry 70-67. La confiance est retrouvée. Les Aigles se bonifient de match en match et se subliment carrément en quart de finale en mettant fin à l'invincibilité des éléphants de la Côte d'Ivoire 102-96 à l'issue de la prolongation au terme d'un match épique. Les tickets des demi-finales en poche. Le Mali retrouve au carré d'as le Sénégal, un autre épouvantail du continent africain en basketball. Sans complexe mais avec humilité, les Aigles poursuivent héroïquement leur marche en avant comme dans un conte de fées en écartant les Lions de la Teranga 88-80 et se propulsent en finale qu'ils perdent 43-70 contre l'Angola, le pays organisateur. La course s'arrête donc en finale pour les Aigles du Mali qui tombent les armes à la main après avoir vendu chèrement leur peau. À défaut d'étendre carrément sa suprématie sur la compétition, le Mali qui confirme ainsi son statut de nation émergente en basketball et repousse les limites de son palmarès de la médaille de bronze en 1972 à la médaille d'argent en 2025. Après 53 ans, donc, la meilleure performance du Mali à l'Afro-Basket senior masculin passe désormais à la place, de finaliste. Le sélectionneur national des Aigles basketteurs du Mali, en même temps directeur technique national de la Fédération malienne de basketball, Alaï Diko, est à coup sûr l'architecte principal de cette performance de l'équipe nationale masculine à l'Angola. Le parcours donc du coach Alaï Diko dans ses focus signés Sergatou Cissé. De l'ombre à la lumière, le technicien des Aigles du Mali, Alaï Diko, est entré dans l'histoire du basketball malien. Il est devenu le premier sélectionneur à qualifier le Mali pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 19 ans garçons en Grèce et le premier à atteindre la finale de l'Afro-Basket senior messieurs en Angola. Alaï Diko, l'enfant de Tombouctou, est piqué par le virus du basket dès son enfance. Il le pratique sur place et au centre Al-Kaya Touré avant d'embrasser la carrière d'entraîneur. Une page s'ouvre. Il fait ses premières armes à l'USFAS Dam en décrochant le titre de champion du Mali. Il enchaîne avec le centre Bintou Dembélé de Koulikoro mais manque de justesse le titre. C'est déjà une performance pour une équipe régionale. Alaï Diko se perfectionne et veut aller vite à l'allure d'un chronomètre. Il participe à des stages d'entraîneur niveau 2 FIBA Afrique en France, en Espagne et aux États-Unis. Le coach Diko est suffisamment armé pour relever d'autres défis. Sa rigueur dans le travail le propulse au sommet. La Fédération malienne de basketball le nomme
à la tête de la sélection des moins de 16 ans garçons. Il devient vice-champion d'Afrique en 2009 au Mozambique. Sa première grande expérience internationale a été riche en enseignement. Aladji Dicko prend ensuite les rênes des moins de 18 ans garçons et remporte le titre de champion d'Afrique en 2018 à Bamako. En 2019, il conduit la même équipe à la Coupe du Monde des moins de 19 ans en Grèce. Le Mali perd en finale devant les États-Unis. Pour la première fois de l'histoire, une sélection africaine dispute le bouquet final. Aladji Dicko boucle en beauté cette aventure avec les jeunes en 2020. Il est sacré champion d'Afrique des moins de 18 ans en Égypte. Inspecteur de la jeunesse et des sports, Aladji Dicko, lieutenant-colonel de son état en service à la primature, est une référence, un héros dans le milieu du basketball malien. Il organise depuis 10 ans un camp de basket à Tombouctou pour raviver la flamme de sa passion. Voilà, Yakonate, c'est communiqué de presse du département des sports pour boucler ce chapitre basket. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, informe l'opinion publique que l'équipe nationale senior de basketball s'est inclinée en finale de l'Afrobasket 2025 disputée à Luanda en Angola. Malgré une prestation courageuse et engagée, nos aigles basketteurs n'ont pas pu décrocher les titres continental, s'inclinant face à l'équipe nationale angolaise sur le score de 70 à 43. Au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement, des membres du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, le ministre adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale pour son parcours remarquable qui a hissé le Mali au sommet du basketball africain. Tout au long de la compétition, nos joueurs ont démontré une force collective, une discipline exemplaire et un esprit de patriotisme inébranlable, écrivant une page importante de l'histoire du sport malien. Cette finale, bien que perdue, constitue une victoire en elle-même et une source d'inspiration pour toute la jeunesse du pays. Le ministre salue l'implication des joueurs, de l'encadrement technique de la Fédération malienne de basketball ainsi que de tous les acteurs qui ont contribué à ces parcours honorables. La délégation malienne fera son retour à Bamako mardi le 26 août 2025 à 15h55 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le ministre invite le peuple malien à réserver un accueil digne, fraternel et enthousiaste à nos vaillants représentants qui ont fait vibrer tout un pays. Bamako, le 25 août 2025, c'est donc signé pour le ministre par ordre, le secrétaire général Modibo Traoré, chevalier de l'ordre national. Et nous nous joignons bien évidemment aux félicitations Fotigui en disant un grand bravo à l'équipe nationale de basketball. Et on passe au foot à présent. Supercoupe Général Assimi Goïta, la 4e journée de groupe commence ce lundi. Oui, 4 rencontres sont au programme aujourd'hui. Dans le groupe A à 16h au stade Mamadou Konaté, l'équipe descend jouera contre celle de Narapi à 18h toujours au stade Mamadou Konaté. Gao affrontera Kidal toujours dans le groupe A, mais cette fois-ci au stade Ouezin Coulibaly. L'équipe de la présidence sera face à celle de Moti à 16h. Puis à 18h, toujours au stade Ouezin Coulibaly, l'équipe du gouvernement sera opposée à celle de Badiagara dans le groupe B. La 3e journée des poules a pris fin hier avec les résultats suivants. Kouchala a perdu contre Menaka 2-0, Kaya a battu Bougouni 1-0, Koulikoro a gagné contre Niero 3-0. Le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2024, l'affiche de la finale sera connue demain à l'issue l'affiche de la finale sera donc connue demain à l'issue des demi-finales prévues ce mardi. Absolument, des demi-finales donc du CHAN 2024 qui nous propose demain mardi 2 belles empoignades. La première affiche mettra en scène à 14h30 Madagascar et le Soudan, des outsider qui ont donc dit 2 jeux des pronostics pour être à ce niveau. Visiblement équilibré sur le papier, cette rencontre paraît assez indécise entre deux équipes révélations qui rêvent des finales. L'autre demi-finale mettra aux prises le Maroc et le Sénégal à partir de 17h30. Compte tenu du statut de deux équipes, cette affiche a tout l'air d'une finale avant l'heure. Un duel des titans dans lequel l'expérience marocaine se frottera à la fougue juvénile sénégalaise. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Pareillement. La sagesse populaire nous enseigne, Fotigui, que si ton chien commence à te mordre, cherche à savoir qui lui donne des os derrière la maison. Si ton chien commence à te mordre, cherche à savoir qui lui donne des os derrière la maison. Quand parmi les fidèles changent de posture, il y a certainement anguille sous roche, comme on le dit ailleurs. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant.
l'Observatoire des fonctions publiques africaines à la recherche d'un nouveau souffle. Sa santé inquiète au plus haut point. Pour lui permettre de jouer correctement son rôle de promotion du développement des États, la 12e conférence des ministres de l'organisation panafricaine tenue ici à Bamako propose une série de mesures. En route pour Belém au Brésil, la jeunesse malienne se prépare pour la 30e conférence des partis sur le climat, la COP 30. Elle est prévue en novembre prochain. Dans le cadre des préparatifs de cet événement mondial, une conférence locale des jeunes sur le climat s'est tenue ici à Bamako. L'actualité dans les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso célèbre ses élèves les plus méritants. La 5e journée de l'excellence scolaire s'est tenue à Ouagadougou sous la présidence du capitaine Traoré. Au Niger, de grands projets en faveur de l'environnement au cœur d'un atelier sur le plan de travail de l'IUCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'actualité hors espace AES, la crise dans les médias au Sénégal. Le secteur est fragilisé notamment par la baisse des subventions publiques et l'effondrement des recettes publicitaires. Au cœur de cette tourmente se trouve le groupe Futur Média, fondé en 2003 par Youssou N'Dour, qui a lancé une procédure de restructuration. Le grand format de cette édition, la Ziara, la visite aux morts. Oui, le souvenir de nos morts reste vivace dans nos esprits et nos cœurs. Pour rester près d'eux, voire en contact avec eux, il existe chez nous une pratique séculaire. Elle consiste à se rendre au cimetière en vue de prier pour le repos de l'âme des disparus. Et puis les sports, l'afro-basket senior masculin en 2025, les Aigles du Mali tombent les armes à la main. Ils ont été surclassés hier par les Angolais en finale 43-70. Le pays organisateur remporte donc le trophée. En football, l'actualité au plan national, c'est la Supercoupe générale Assimi Goïta. La 4e journée du groupe commence ce lundi. Et au plan international, c'est le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec les demi-finales qui se jouent donc demain. C'est donc la fin de ce journal qui s'achève à 7h passées de 35 minutes à Bamako. Vous avez été servi ce matin par Aliou Koulibaly à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, réalisation, coordination, Bourama Traoré, présentation Yaya Konaté. À suivre les infos météo qui seront suivies de la rubrique des avis et communiqués, une présentation ce matin de Moussa Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée, bon début de semaine à tous. Au revoir.